Clap de bonjour. Clap. Il faut calibrer le son et l'image, tu le sais, hein. Je t'apprends rien. Oui. Voilà, parfait. Ah oui, tiens, j'ai oublié de faire un truc pour la caméra, histoire qu'elle ne meure pas. Allez, hop, hop. Voilà, branché. Comme ça, il y aura batterie illimitée. Et oui, parce qu'on a prévu de podcaster toute la nuit. Et oui, les amis. Donc là, techniquement, là je m'entends là. Oh, c'est fort en chocolat. Donc vers la gauche. Ouais, La gauche de qui? la gauche de l'échiquier politique? Ah oui, toi du coup, ce sera sur ta droite. Ouais, c'est assez. Ça pèse son poids. C'est... Donc moi sur ma droite. Ok, très bien. Tout à fait. Hop. En mode podcast repas ASMR. Ah, attends, pardon, sinon ça va être chelou, bizarre. Ok, bah en vrai, c'est pas si mal. Toi, t'es plutôt bien ou pas là? Ça me pas. Après, tu peux Ça les me régler. paraît, Tu peux le régler en baissant et voilà, en tournant ça, tu peux desserrer. Oui. Voilà. À ta convenance. Fantastique. Est-ce que ça fonctionne? Je crois bien que oui. Je crois bien que ça fonctionne. Ça n'a aucun sens, mec. Et bah, on est sponsor par Monster. En mode. Est-ce que c'est bon? Franchement, on a plutôt un bon plat qui a été préparé par le chef Adrien. C'est vachement bon. C'est vrai? Je t'invite à goûter. Je fais l'apéro qui sera après le repas, ça. Mm. Et on n'a pas de verre, attends. Attends, oh. Et il n'y a pas de. Mais qui va boire la bouteille? Santé. Non mais attends, je vais te chercher un verre. Sur un petit vin, un vin blanc de Roumanie. Ah putain, c'est Roumanie quoi. Francouchet. Comment ça se prononce? Francouchet. Le S avec une petite cédille, c'est le ch. Et le A avec l'accent, je crois que ça se prononce. C'est un A mort. Je crois. Genre Guillaume. Allez, je fais ma gueule. Merci. T'en prie. Donc, petit. Bon, vu sur les chiottes, peut-être pas. Est-ce que. On va rester comme ça. Allez. Ah. Je te remercie. Putain, on commence avec un verre de blanc. L'intro elle va être longue, mais c'est pas grave. Profitons. J'en ai vu des choses. Ouais, mais là, tu t'attendais à ça? À ce Non. qu'un jour Allez. tu fasses ça? À la tienne, à la vôtre. Goûtons voir. Ah, bah, moi, Si le vin est bon. C'est bon, ouais, il est rude. Hein. Ah ouais? Un peu, ouais. Il est sec. Ah bah, Ah oui, sec. Marqué. il est quand même un peu sec. Ah, c'est bien, on voit plus rien. C'est pas mal. Pourquoi il fait noir comme ça là? Parce qu'en fait, il y a un filtre. Ah, ça fonctionne bien les caméras de con. Ah, voilà. T'as mis un filtre? Non, non, il y a un... Non, j'ai pas mis de filtre. Il y a... Bon alors. Par où on commence? Quel est le sujet de ce soir? Alors, donc attends, déjà un petit peu de contexte. Ça va nous permettre de rentrer Un dans la petit peu de conversation contexte, en effet. un peu plus tranquillement. Donc, Juste- pour rappel. Le ventilateur il est où? C'est chaud. Ah oui, juste. Très chaud. Alors, il est en train de subir parce qu'il a déjà tiré le fou. Tu le sens là? Attends, je vais essayer. Ah, je le sens dans les guiboles. Ah bah, c'est parfait là. Je le sens dans les guiboles un peu, ouais. Je vais essayer de le caler. Alors attends, parce que ta chaise. Qu'est-ce qu'elle a, ma chaîne? Bah, c'est normal qu'elle fasse ça? Ah, là, Ouais, ouais, elle c'est le normal. fait. Ouais, oui, c'est normal. C'est bon. Fausse alerte. Je pense que ça mérite un petit snap. Juste un snap de contexte. Un snap de. De mise en abîme. Un snap de ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on fait là? Bonjour. Putain, de ventilateur de merde. Tu sais que j'ai perdu le pied en plus de ce truc là, donc je sais pas comment faire. Ça fait chaud, ça daronne. Ouais, tu peux pas ouvrir un peu la fenêtre? Je pense qu'on va. Hmm. Enfin, je vais commencer. On va profiter de la. Mais commence le contexte. De la... Vas-y. Mais quel contexte? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est la question Pourquoi, comment on a fait ça? existentielle que même nous nous posons. Oh putain. Le concept, il va être très simple. Le concept, ça va être un petit podcast décontracté. Voilà, comme revu 500 fois. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, en fait, vous êtes là pour écouter et regarder potentiellement ce que vous écoutez et vous regardez tout le temps. Exactement. On va apporter absolument aucune nouveauté. Si, on mange et on boit du vin blanc. Le titre. On mange et on boit du vin blanc. J'aime beaucoup. Voilà, donc vous êtes dans les backstage du développement de cette fait. émission. Développement. Ouais, développement. Voilà.
Est-ce qu'on a la volonté d'y apporter un peu de sérieux? Je pense. Non. Ou pas? Et du vin. Je pense que... Mais si, mais je pense qu'on va rentrer tranquillement dans le sérieux, mais... Faudrait presque lancer un live TikTok, là, tu vois. Putain, de fou. Mais j'ai pas assez de... Enfin, mon réseau, il est pas assez... Ouais. On peut tout à fait. Non, mais quand on aura 15 millions d'abonnés... 15 millions. 15 millions, c'est ambitieux. À 15 millions de pouces bleus. Clippez ça. Voilà, non, 15 millions, c'est ambitieux. Ouais, non, c'est prochain. Voilà, on va déjà commencer par 15. Oui, déjà 15, par 1,5. 1,5. Qui est la demi-personne qui va nous regarder? Ou qui est la personne qui va regarder la moitié? Voilà, je pense que c'est ça. Vous avez vu, tout est une question de point de vue, finalement. Ah, je pense pas, tu vois. Ah bon? Les réponses vraiment de journalistes de télé. Ah bon, mais c'est ce que vous pensez. Non, en vrai, je pense qu'il y a une vérité qui transcende absolument tout dans le monde. Tu vois, Dieu, c'est... Moi, je crois en Dieu et je suis certain qu'il y a une vérité. Une seule, une unique, immuable. Une vérité immuable. Bah ouais. Développe ton point de vue. Non mais c'est intéressant. Trop sérieux, là. Non mais... On a même pas fait le contexte. Hein. C'est tout le but. Oui, voilà, contextualisons. Tu voulais commencer avec le contexte. Il y a 2 jours. Oui, peut-être. C'était vendredi, je crois. C'était vendredi? Je crois que c'était vendredi. Ouais. C'était Oui, pas jeudi? non. Non, c'est vendredi. Non, c'était jeudi. Bon, bref, on s'est vu. On s'est vu il y a quelques jours. 2-3 jours. Voilà, à la louche. Et on s'est vu un petit peu par hasard. Adrien était avec un de ses collègues. On s'est croisés par hasard et on a bouffé ensemble. Et après, on a bu un café au niveau du Café du Palais sur la place des Prêcheurs. Aix-en-Provence, plus belle ville de France. Tout à fait. Sauf le quand débat il pleut. est clos. Sauf quand il pleut. Comme ce soir. Et même si là, c'est bon, il pleut plus. Et on s'est dit, on a divagué sur 1 milliard de sujets, comme c'est prévu ce soir. Et on s'est dit, mais ça serait trop marrant, à un moment on s'est dit, ça serait trop marrant de faire un podcast comme ça pour discuter, parce que c'est vrai qu'on avait eu quand même de bonnes discussions. On aime bien aussi avoir de bonnes discussions, et des discussions au sens large du terme, aussi formelles qu'informelles, sur 1 milliard de sujets. Et on s'est dit, voilà, ce serait marrant de faire ça et de mettre un peu plus de budget. D'où ces micros, d'où cette caméra, d'où ces lumières, d'où ce magnifique plat. Il y a beaucoup de budget maintenant. Est-ce que le budget sera à la hauteur? Enfin, plutôt. Est-ce que nos dires seront à la hauteur du budget? Non. Mais passons. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on essaie de faire ça la semaine prochaine. Et finalement, en mettant en corrélation nos différents emplois du temps, on s'est rendu compte que ça allait être très galère. Et du coup, on s'est dit, bah, viens, on fait ce soir. Voilà. On a rediscuté hier. On a dit, bon bah finalement, tu m'as proposé ça. Bah viens, en fait, on fait ça demain soir, dimanche soir, donc ce soir. Et j'ai fini par dire oui. Du coup, bah nous voici. Voilà. Même pas 24 heures après l'organisation de cet événement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a même une organisation? Quand même. Non, quand même. Voilà, il y a la bouffe. Voilà, il y a l'apéro. Qu'on prendra après. L'apéro. L'apéro qui va durer. Il y a le matériel. On est pas mal. Il y a du vin. Il y a nous. Et nous. Le plus important, non? Tout à fait. Et du coup, voilà. Et du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va partir sur 1 milliard de sujets. Et on avait commencé à parler. Enfin, du coup, on avait essayé de réfléchir sur plusieurs sujets. Et je t'avais parlé. Attends, je vérifie que ça enregistre bien quand même. Oui, là c'est un échec, ça n'enregistre pas. Ça enregistre. Après, ça va, le son de la caméra est déjà plutôt. Ça va. Et alors, du coup, je t'avais proposé quoi? Ah oui, de parler de nos visions de la vie. Qui est une question extrêmement vaste. Hein, c'est clair. Et très personnelle, et c'est pour ça que on entend dans le. On l'entend. C'est pas grave. Oui, nous sommes en ville. Voilà, c'est ça, c'est le direct. Et voilà, on avait parlé de ça parce que qui de mieux que 2 individus que de parler des visions du monde individuelles personnelles. Voilà. Qui de mieux que 2 personnes complètement lambda. Avec des vies très différentes et pourtant très similaires. Pour parler des visions de la vie. Voilà. Et du coup, on avait parlé de ça et on s'était dit pourquoi pas pour commencer. Après, on peut reprendre sur la vérité. Parce que ça peut être sympa aussi de continuer sur ça. Puis voilà. Belle amorce. Ouais, mais pour moi, il y a une vérité. Enfin, il y a la vérité. Il n'y a pas une vérité, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il pourrait en avoir plusieurs, mais il y a la vérité. La seule et unique.
Alors tu vois, moi ce qui me vient à l'esprit quand tu parles de vérité, c'est... il me semble que c'est un concept philosophique qui avait été discuté par... alors, je sais pas qui c'est. Je l'ai su à une époque. Je l'ai su, mais je ne sais Tout à plus. fait. Dire qu'en fait, il n'y a pas de vérité, justement. En fait, il n'y a aucune vérité qui peut être tenue pour vraie, absolument vraie, immuablement vraie, de manière universelle et détachée du temps. En fait, la vérité dépend d'une temporalité. Ce que je veux dire par là, c'est que tant qu'on n'a pas prouvé que c'est faux, on tient la chose pour vraie. Tout à fait. Et dans ce cas-là, ça remet en question beaucoup de choses. La vérité, est-ce que ce qu'on croit aujourd'hui comme étant la vérité, est-ce que c'est vraiment la vérité, indépendamment du temps, indépendamment de l'espace-temps, en fait? Je pense qu'il y a quand même des vérités sur lesquelles on peut s'accorder. Par exemple, le fait de dire que nous sommes mortels, c'est la vérité. On est tous nés pour mourir, on va tous crever un jour ou l'autre. Pour certaines personnes, ce sera un petit peu plus tôt. Pour certaines personnes, ce sera plus tard. Mais c'est la vérité. Voilà. Donc dans ce cas-là, il faut distinguer plusieurs vérités. Non, cet élément-là, le fait qu'on soit mortel, fait partie de la vérité. C'est un élément, si tu veux, dans la grande liste qui s'appelle la vérité. Imagine-toi en fait un document Word où en fait le titre c'est la vérité. En fait, t'as plein de, moi je vois ça comme ça, t'as plein de titres. T'as plein de tirets. Voilà, il y a ça. Voilà. Et tout ça, je pense, va dans du coup une seule et même direction, pointe dans une seule et même direction. Et c'est ça la vérité. Et du coup, le fait qu'on soit mortel, pour moi, c'est un élément du fait de la vérité. Mais alors, tout ce qui est par exemple les vérités scientifiques. Ouais. Parce que scientifiquement, on a dit, bon, bah, ça, c'est vrai. Ça, on l'a prouvé avec tout un procédé expérimental, scientifique. On a prouvé que c'est ce qu'on admettait comme vrai. Est-ce que c'est une vérité au sens où tu l'entends, ou c'est quelque chose qu'on ne devrait pas appeler vérité parce que c'en est pas une, en fait? Non, parce que, comme tu l'as dit toi-même, on tient pour vrai tout ce qui n'a pas été démenti, tout ce qui n'a pas été déconstruit, pour prendre un terme à la mode. Donc dire que, par exemple, moi je me souviens de notre professeur de philosophie qui nous avait balancé ça, parce qu'on était en prépa dans le même lycée, avec un an d'écart, et il nous avait dit, je ne sais plus du tout avec quelle thèse ni quel auteur, que on ne sait pas si le soleil va se lever demain. Pourtant on sait qu'il va se lever. Oui, parce qu'on l'a observé. Mais rien ne peut nous prouver que demain il va se lever. Comme absolument tout, finalement. Comme absolument tout ce qu'on a... En vrai, admettons. Non mais, admettons. Tu vas mourir. Et imaginons, demain je meurs pas. Pour une raison qui nous échappe complètement, j'échappe à la mort. Enfin moi ou quelqu'un d'autre. Une personne, un humain sur Terre, échappe à la mort. Il ne meurt pas. Il échappe à la force du temps, ne vieillit plus et ne meurt plus. Il y a un film là-dessus, dont j'ignore encore une fois le nom. Ça va être très rigolo ce podcast, très référencé. Non mais il y a un film comme ça qui base toute sa trame sur cette idée-là, de dire là, on a réussi, on a atteint un stade d'évolution où l'homme échappe au temps, échappe au vieillissement, et donc ne meurt plus. L'homme devient immortel. T'as un peu ça dans Interstellar peut-être. Oui, mais c'est pas Interstellar que je pense, c'est vraiment un film dont la ligne rouge, c'est ça en fait. Mais du coup, ça interroge, parce qu'en fait, même sur les choses qu'on pense complètement immuables, en fait, on n'en sait rien. On n'est pas capable de prévoir, de prédire que les choses vont se passer comme elles se sont toujours passées. Ouais, c'est la fameuse phrase d'Aristote, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. Mais donc ça remet en cause ta notion de vérité finalement. Non, parce que après moi c'est quand même relativement axé sur la religion et sur Dieu. Pour moi il y a la vérité. La vérité c'est que le fait qu'on meurt, c'est tout simplement en attendant la résurrection, comme le Christ, et le jugement dernier, dans l'Apocalypse. C'est juste ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent, je crois que c'était Leibniz, parlait de la monade. Je crois que c'est lui. Ouais. La monade comme du coup une substance qui en fait ne meurt jamais, mais en fait qui quitte son propriétaire, donc
le corps humain, une fois que ce dernier est mort. Et, et justement, notre professeur justement, qui nous avait parlé de ça, nous avait dit que ça prouvait qu'il y avait une certaine immortalité de l'individu dans cette monade qui était, si je dis pas de bêtises, c'était un peu rapproché à l'âme, Oui. au fait de notre âme. Et voilà, c'était un argument pour dire que techniquement on était immortel. Mais bon, j'avoue, j'y crois pas. Mais voilà. Et ce qui en a découlé, c'est toutes les hypothèses de et plusieurs vies, on a plusieurs vies, etc. Vis-à-vis des plein de choses un peu parfois loufoques, les grains de beauté, voilà, tes lignes sur la main, Les cicatrices. voilà, les cicatrices, exactement. Voilà. Donc, mais je suis d'accord avec toi par contre pour dire que en effet, notre réflexion se base sur l'observation, sur la science, depuis des siècles, depuis le 18e ou 17e. Je crois que c'est les Lumières qui ont apporté ça, principalement. le positivisme, donc le fait de croire en la science, et de tout baser, et de baser l'entièreté de nos connaissances sur la science. Bah, je pense que c'est un peu ça, on est un petit peu les enfants de ça, et est-ce qu'il faudrait s'en détacher, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant comme ça, il n'y a pas de vérité. Bon, voilà. D'un point de vue scientifique, il n'y a pas de vérité. Mais est-ce que le point de vue scientifique est le bon? Et on peut retourner la question dans l'autre sens, du coup. Est-ce que le point de vue divin est le bon? Exactement. Et surtout, est-ce que croire en Dieu suffit à affirmer que sa vérité est immuable? En quoi une croyance même, elle peut affirmer avec exactitude que c'est la vérité? Parce que les phénomènes qui sont rapportés vis-à-vis de ces croyances-là, donc religieuses, sont des phénomènes extraordinaires, qui sont réputés comme ne pouvant pas venir de la main de l'homme, qui viennent de la force supérieure qu'on appelle Dieu. Et c'est tout justement tout le problème avec ça, c'est voilà, est-ce qu'on croit ou pas? Est-ce qu'on croit en la science? C'est un peu bête que de dire non. Parce que, la science nous a permis quand même de nous sortir de pas mal de merde, les maladies, les famines pour l'agriculture, etc. Mais même de la mort, entre guillemets, en repoussant notre âge moyen de décès. Tout est une affaire de croyance et la science, il y a des gens qui croient pas en la science, hein. Tous ceux qui croient pas aux médecins, etc. Qui, par exemple, on avait quand même beaucoup vu ça avec le Covid. Le Covid, c'était non, mais on nous manipule, etc. Le vaccin, ils veulent mettre une puce 5G, etc. On a vu vraiment des gens qui pensaient que la science, les médecins, etc. faisaient partie d'un ordre qui voulait nous gouverner, qui voulait nous dominer, qui voulait nous maîtriser. Il faut on capte tout. Ouais. Mais moi je trouve que tout basé sur la croyance, finalement, c'est un peu paradoxal, du coup. Parce que tu affirmes que ta vérité, en fait, dépend de la croyance que tu as. Mais est-ce que croire, par définition, c'est pas quelque chose de subjectif? Parce que pour moi, je dissocie vraiment la vérité comme étant quelque chose d'universel, qui nous dépasse, en fait, tous. Et la croyance, pour moi, c'est éminemment personnel, quoi. C'est super subjectif. Tu as tes croyances, j'ai les miennes. On croit peut-être aux mêmes choses sur certains points et pas du tout sur d'autres. Et donc, parce que tu crois, c'est la vérité. Pour moi, il y a une dissidence quelque part. Il y a quelque chose parce que selon moi, tout le monde, entre guillemets, comment dire, je pense que même les gens qui ne sont pas chrétiens, qui choisissent soit une autre religion, soit pas du tout de religion, soit une autre croyance, qui ne tient pas de la religion monothéiste, je pense que quand même Dieu les aime. Et que Dieu est là pour eux, et que Dieu, voilà, il est omnipotent, omniprésent, il est amour, il est miséricorde, etc. Donc selon moi, donc c'est une croyance, mais selon moi, Dieu est absolument partout, et il est dans chacun d'entre nous. Même si tu crois pas, même si t'es pas croyant, même si t'es pas chrétien. Je pense qu'il est partout, et je pense même qu'il est surtout chez les personnes qui ont du mal. Surtout chez les personnes qui ne sont pas chrétiens, etc. Je pense. Donc en fait, selon moi, la question se pose pas parce que en chacun de nous, il y a Dieu. Donc pour moi, même si tu ne crois pas en Dieu, c'est pas grave, Dieu il t'aime
et Dieu il te sauvera et t'es tranquille. Mais voilà, après il y a ceux qui du coup de l'autre côté vont croire, parce que du coup on pourrait se poser la question, pourquoi on se ferait chier à croire, à aller à la messe, à prier, etc. Si on sait que Dieu il nous aime, etc. C'est juste qu'il y en a qui veulent donner un petit peu plus, qui veulent peut-être un peu rendre ce que Dieu nous a donné, etc. En tout cas le remercier directement. Voilà. Mais après, moi je suis certain de ne pas tenir la science infuse. Donc, De toute façon, aucun de nous deux ne l'a et personne ne l'a. Personne n'a la science infuse. Tout ce qu'on dit n'implique que nous finalement. En fait, bien sûr. Nous sommes responsables de notre propos. Nous sommes que deux personnes complètement lambda qui racontent leur vie finalement, puisqu'ils parlent de leur point de vue, de comment on a vécu les choses. Ouais. Et voilà. Mais oui, la vérité, c'est un sujet intéressant parce que finalement, la réponse même à ce problème, à ce paradoxe, à cette interrogation, personne ne l'aura. Oui, bien sûr. Finalement, c'est quelque chose qui nous dépasse aussi et je suis pas sûr que ce soit pertinent de s'efforcer à essayer de trouver une réponse. Ah non, ce qu'on peut chercher, c'est simplement une réflexion. Voilà. Donc là, on voit que déjà, on n'est pas tout à fait d'accord sur ces points-là, alors même que je suis croyant aussi, alors peut-être dans une moindre mesure, mais voilà, c'est des choses. Et pour autant, moi, je pense qu'il n'y a pas de. Je pense pas qu'il y ait qu'une seule vérité, ou alors s'il y en a une, je pense qu'on est trop. Nous sommes que des mortels, quoi. On n'aura jamais accès à la vérité, la vraie vérité. Même si c'est un pléonasme. Je pense qu'on y aura accès quand on rejoindra le ciel et qu'on aura le Seigneur en face à nous au jugement et qu'on sera jugé et c'est là qu'on verra la vérité, je pense. Complètement. Voilà. Mais du coup, en quoi crois-tu ? Pour continuer le débat, enfin pas du coup sur la vérité, mais du coup d'ouvrir. On parlait de croyance tout à l'heure. En quoi est-ce que tu crois ? Par rapport à Dieu ou non, par rapport à tout. En quoi est-ce que je crois ? Tu pourrais croire en ta bagnole, tu crois en quoi ? Non mais c'est une question qui est super intéressante. Avant de répondre à la question, je trouve que c'est intéressant d'interroger la question en elle-même. Non mais c'est peut-être un vieux réflexe de dissertation de philosophie. C'est clair. Mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt en fait. Cette question de ça, en quoi crois-tu ? Oula. En quoi crois-tu ? Ouais. C'est mieux comme ça. En quoi ? En quoi crois-tu ? C'est une question. C'est terrible comme question en fait. En quoi crois-tu ? Tu as le droit de répondre rien. Ben, c'est compliqué. En quoi je crois ? Moi je pense. Ah si. Moi je crois en l'équilibre. Ok. Moi je pense que tout dans cet univers est équilibre. Alors, ce qui est intéressant avec cette théorie, c'est qu'elle n'exclut pas la présence d'une divinité, comme elle peut ne pas l'inclure aussi. Dans le sens où en fait c'est une théorie qui se tient, croyant, qu'on soit croyant, j'entends au sens croyant envers Dieu, ou pas. En fait c'est une théorie qui, à mon sens, fait sens, parce que dans mon expérience personnelle, j'ai vraiment eu cette sensation qu'il y a toujours une forme d'équilibre, une forme de... Et en fait, ça rejoint un peu le yin et le yang, tout ce qui est la philosophie bouddhiste, par exemple, ou orientale, où on dit qu'en fait, il y a à peu près la même quantité de bien et de mal dans ce monde, quoi. Et que tout ce qui arrive pour une raison, et qu'il n'y a pas de déséquilibre, justement. Alors, maintenant, la question, je pense, elle est d'évaluer... Allez, merci. La question, je pense qu'elle est évaluer à quelle échelle se joue cet équilibre. Est-ce qu'on parle d'un équilibre dans notre vie personnellement, en tant que... Moi, en tant qu'individu, est-ce que l'équilibre se joue à cette échelle-là ? Est-ce qu'il se joue à l'échelle de ma famille, à l'échelle d'un groupe d'individus, à l'échelle du monde ? Et ça, c'est une question qui est intéressante et à laquelle j'annonce, je n'ai pas de réponse, je ne sais pas. Parce qu'en fait, penser ça
penser à un équilibre multiscalaire, pour utiliser des mots un peu techniques. Non, mais réfléchir à un équilibre multiscalaire, ça permet de justifier les injustices, ce qui est quand même étrange en fait. Dire qu'il y a des gens qui souffrent plus que d'autres, mais qu'en fait l'équilibre il les dépasse, il est plus grand que ça. Oui. C'est pour équilibrer justement un monde. Voilà. En fait, la vie est injuste, en guillemets, parce que cet équilibre il se joue pas à l'échelle de l'individu, je pense. Dans certains cas, oui, mais je pense que ça nous dépasse cette question d'équilibre aussi. Donc, en quoi je crois? Moi, je crois en l'équilibre. Voilà, je pense que il y a un équilibre qui est performé, qui est joué par, à mes yeux, une divinité, tu vois, par Dieu. Pour moi, c'est Dieu qui gère cet équilibre. Et voilà. Le grand horloger, comme disait Schopenhauer. Exactement. Et finalement, cette théorie, elle est intéressante parce que je pense que même en tant que non-chrétien, en tant qu'athée, en tant que musulman, en tant que juif, en tant que bouddhiste, peu importe la religion, peu importe les croyances, en fait, cette théorie, il y a un écho, elle fait sens. Et en fait, quand on se penche, par exemple, sur les textes religieux, peu importe la religion, c'est une idée qui revient souvent, cette idée d'équilibre, que ça a une extension un peu fataliste ou de nécessité, mais en fait, les choses sont là pour une raison, parce qu'elles s'inscrivent dans un équilibre qui est plus grand que nous, qui nous dépasse. Voilà. Donc, tu penses qu'on est maître de rien? Je sais pas. Parce qu'en fait, je trouverais ça bien trop réducteur de dire qu'on est maître de rien. Mais je pense que les décisions qu'on fait ont un impact qui est là pour une raison, qui s'inscrit du coup dans ce schéma d'équilibre. Ça veut pas dire qu'on ne maîtrise pas, tu vois. Parce que dans ce cas-là, on rebondit sur la question de la nécessité, la fatalité. Est-ce qu'on vit, est-ce que toutes nos décisions sont actées? Est-ce qu'elles sont toutes écrites déjà? Et est-ce que finalement les impressions qu'on a, l'illusion d'avoir un choix, c'est pas simplement l'illusion du libre arbitre finalement? Donc, je sais pas ce que t'en penses de cette idée-là, mais je pense que d'une part pour me faire l'avocat du diable et d'autre part parce que je crois que je le pense un petit peu, je le crois un petit peu. Je pense qu'on n'a pas vraiment de libre arbitre. Parce que je pense que moi la fatalité existe. Je pense que le fait que les choses arrivent un petit peu. Je crois que c'est la loi de Murphy qui dit que tout ce qui doit arriver va arriver. Ouais, tout, tout ce qui doit arriver va arriver. Que tu le veuilles ou non. Interstellar. Exactement. Et j'avoue, je crois plutôt bien en cette théorie, même si ça va un petit peu à l'encontre de la doctrine chrétienne. Parce que il y a un mois ou deux, je crois, je discutais avec quelqu'un et je soutenais la thèse que on n'avait aucun libre arbitre. Zéro. Parce que selon moi, Dieu a écrit toute notre vie. Il sait absolument tout, etc. Parce que c'est ce que je pensais, c'est ce que j'avais lu et cru comprendre, et je m'étais dit, bah voilà, c'est ça en fait. Tout simplement, c'est ça, et puis voilà, il n'y a pas de question à se poser. C'est vrai, ça fait sens. Ça fait sens du coup sur ce qui se passe, et du coup, ça nous permet aussi un petit peu de nous sortir d'un cadre, on va dire, un peu problématique. Par exemple, on se dit, ah, mais ça m'arrive, oui. Ça m'arrive, c'est pas cool, c'est chiant, je suis fatigué, etc. En se disant, ouais, mais de toute façon, c'était écrit. Je pouvais pas y échapper. Mais ensuite, j'ai acheté un bouquin qui est là-bas, qui s'appelle Histoire de la philosophie. Et j'ai lu une thèse, alors je sais plus du tout de qui, mais je la retrouverai un moment ou un autre, qui expliquait qu'en fait, Dieu nous a, au contraire, bien au contraire de ce que je pensais, en fait, laissé le choix. Et en fait, il nous laisse le choix de faire ou le bien ou le mal. Et de temps en temps, et c'est toujours ça, un petit peu des deux à chaque fois. Dans nos décisions, il y a toujours un petit peu de bien et un petit peu de mal. Mais bon, le meilleur choix, ce serait de maximiser le bien sur le mal. Mais il y a toujours un petit peu de mal. On fait toujours du mal à quelqu'un sur une décision. Voilà. Je vais inviter telle personne et pas l'autre. C'est bien parce que tu invites une personne que tu aimes, mais c'est pas bien parce que tu invites pas une autre personne qui pourrait tout autant le mériter. Mais c'est comme ça. Et du coup, j'ai relu plusieurs fois cette thèse parce que du coup, ça m'a perturbé. Je me suis dit, merde, ça vient en contradiction un petit peu avec ce que je pensais. Mais j'ai compris. Et c'est tout simplement l'amour de Dieu qui nous laisse agir comme on le souhaite.
Et en fait, le jugement sera fait sur si on s'excuse ou pas, et si on vise le bien plutôt que le mal. Mais du coup, je pense que nous, notre libre arbitre dans notre société actuelle est très bridé, parce qu'on est tellement encerclé de règles, de normes, de limites, que c'est très difficile d'évoluer en dehors de celles-ci. J'ai pas le droit de... Je dis n'importe quoi, j'ai pas le droit de... Bon, c'est très, très caractéristique, hein. C'est un petit peu extrapolé, j'ai pas le droit de fumer de la drogue, j'ai pas le droit de boire, j'ai pas le droit de conduire en état d'ébriété, j'ai pas le droit de faire du drone comme je le souhaite dans la ville. Voilà, il y a plein de choses qui font que en fait nos choix sont quand même relativement limités. Moi jamais je me poserai la question, tiens, et si je volais en ville demain en drone, parce que c'est interdit, c'est forbidden, donc c'est mort. Mais par rapport à ça, alors il y a 2 points. Le second, je vais y revenir après, concernant quelque chose que tu as dit précédemment. Oui. Mais par rapport à ça, d'un point de vue purement matériel et tout ce que tu veux, en fait, tu peux faire voler ton drone en ville. Mais tu le fais pas parce que tu sais qu'il y a des conséquences. Donc finalement, ton libre arbitre, il est toujours là, mais c'est juste qu'il est... En fait, on t'oriente vers une décision. C'est ça, parce que sinon, si mon libre arbitre fonctionnait vraiment, il n'y aurait pas de loi. On fonctionnerait juste avec le bon vouloir des citoyens. Sauf que puisqu'on sait que l'homme peut faire le très très bien et le très très mal, on cadre, on met des lois et on ordre. Et le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est par rapport à la loi de Murphy. Ouais. Alors, je trouve que c'est une loi qu'on a très romancée, notamment grâce à Interstellar, dont on parlait tout à l'heure. Voilà, dans cette idée de tout ce qui peut arriver, arrivera. Bon. Les gens le prennent comme une nécessité, de dire, c'est parce que ça peut arriver, alors forcément ça m'arrivera à moi. Non, c'est pas ce que la loi dit. En fait, la loi de Murphy, à l'origine, c'est un postulat scientifique qui dit simplement que si c'est possible, alors il y a forcément une probabilité qui peut être infime que ça se produise. Et en fait, c'est ça. La loi, à l'origine, elle dit ça. Elle dit, s'il y a la possibilité que une cacahuète de ce bol explose, d'un point de vue scientifique, alors il y a forcément une probabilité bien sûr. que ça arrivera. Et si on part du principe que le temps est infini, alors il y a forcément un moment dans ce fil, entre guillemets, où ça arrivera. Et en fait, ça rejoint, par exemple, je sais pas si tu connais, il y a un site web qui s'appelle... comment il s'appelle, je sais plus. Mais c'est une espèce de bibliothèque avec des milliers de livres et dans lesquels tu as des lettres au hasard. Et tu as toute ta vie inscrite Et apparemment. en fait, c'est ça. Et en fait, on part du principe que si tu as un enchaînement infini de lettres complètement au hasard, alors tu peux tout retrouver dedans. Tu peux trouver le récit de ta vie, tu peux trouver tout. C'est comme pi, les décimales de pi. J'allais rebondir sur pi. Il y a ton code de sécurité sociale, il y a ta date de naissance, il y a ta date de mort, il y a tout. Et en fait, ces exemples-là qu'on vient de donner, c'est des exemples de la loi de Murphy finalement. C'est exactement ça. C'est-à-dire à partir du moment où tu pars du postulat que le temps s'écoule de manière infinie, eh bien en fait il y a forcément un moment, un instant dans cet écoulement infini du temps qui verra se produire un événement qui physiquement, scientifiquement est probable et possible. Et voilà, donc c'était juste, j'ai fait une parenthèse entre guillemets par rapport à la loi de Murphy parce qu'en fait je trouve que aujourd'hui cette loi on l'instrumentalise un petit peu. Alors c'est pas la plus connue, mais on entend quand même souvent parler de la loi de Murphy et c'est un peu, on l'utilise pour justifier une sorte de fatalisme. Alors qu'en fait, non, à l'origine c'est une loi qui scientifiquement est fondée et qui prouve juste un phénomène. Ça veut pas dire que, encore une fois, ça veut pas dire que oui, les probabilités pour que je me fasse faucher en descendant de chez Nicolas existent, c'est possible, peut-être. Hein. Ça veut pas dire que ça va m'arriver. Alors je le vois quand même. Hein. Mais voilà, ça veut pas dire que ça va m'arriver. Et c'est exactement ça en fait. On l'instrumentalise en disant ah mais forcément ça va m'arriver, ça va m'arriver. Non mais c'est en fait le fait de se dire que tout est possible. Mais je voulais revenir sur un truc que tu avais dit du coup, je te cite, tu as dit ça m'arrivera, si ça doit arriver, ça m'arrivera à moi. Tu as parlé du moi. Et pour moi, enfin selon moi, je
voulais du coup partir sur un autre truc, c'était que le moi aujourd'hui, mais je crois qu'on avait déjà un petit peu discuté, le moi aujourd'hui, l'individu, l'individualité, le moi, voilà, c'est mon corps, mon âme, mon intellect, mon esprit, je pense qu'il est beaucoup trop présent. Et je pense que c'est un problème de nos sociétés occidentales actuelles, modernes, c'est qu'on cible tout sur l'individu et on cible plus du tout comme on le faisait avant, selon moi, toujours, sur l'ensemble, sur le collectif, sur la nation, pour prendre des exemples, prendre différentes échelles. Et que aujourd'hui, un enfant, par exemple, ne va pas forcément avoir la même carrière que ses parents. Alors qu'avant, on pensait famille. C'est voilà, toi fils, tu reprendras soit la boîte de ton père, tu reprendras la fonction de ton père, parce que voilà, nous on a fait ça, donc tu vas faire ça, etc. Et aujourd'hui voilà. Alors du coup ça a des bons côtés, parce que du coup on peut avoir vraiment une évolution sociale, c'est bien, il faut prôner ça je pense. Il y en a certains qui n'en veulent pas, mais je pense qu'il faut prôner ça. Mais c'est aussi des dérives dans le sens où du coup maintenant on rapporte tout à moi, enfin tout à soi du coup. Et je pense que un des problèmes majeurs de nos civilisations, si je peux employer ce terme sans me faire taper sur les doigts, c'est qu'on cible beaucoup trop sur les moi et que c'est une catastrophe et que je pense qu'on va se perdre. Moi ma théorie, c'est qu'on va disparaître. Tu prends comme tu veux le sens du mot disparaître, comme tu veux, en ne pensant qu'à soi, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Donc tu penses que, en fait, collectivement, on détruit le collectif, justement, qu'on est sur la voie de l'individualité. À l'échelle collective, on ne pense plus qu'à soi, plus qu'à un individu, ou plusieurs individus, mais sans plus. Il n'y a plus du tout cette mentalité de je le fais par exemple, je le fais pour mon pays. Tu vois, par rapport à la doctrine militaire qu'on connaît plutôt bien, je le fais pour mon pays. Je le fais pour je le fais pour tous mes concitoyens, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. Dans la société civile en globalité, je ne dis pas que c'est 100%, mais dans le général, c'est ça. C'est je vais faire ma vie, je vais faire ma carrière, qu'elle soit civile, militaire, religieuse, on s'en fout. Je veux avoir ça, je veux avoir telle propriété, je veux ça, c'est je. Il n'y a plus d'individus dans la société, mais il y a une société par individu. Ouais, en fait, je vois complètement ce que tu veux dire. Et pour ça, il n'y a même pas besoin de voir les choses à l'échelle de la société. Il suffit de regarder autour de nous. Je trouve que les gens, de manière générale, avant, il y avait deux types d'individus. Il y avait les gens qui faisaient passer l'autre avant eux-mêmes. C'est je te fais passer toi avant moi. Et les gens qui se faisaient passer soi avant les autres. Dans tous les cas, il y avait un moment où l'autre bénéficiait de quelque chose et soi-même on bénéficiait également de quelque chose. Dans le sens où ce qui changeait, c'était la priorité qu'on donnait. Bien sûr. Dans un cas, c'était P1 moi, P2 l'autre. Et dans un autre cas, P1 l'autre, P2 moi. Les deux avaient des avantages et des inconvénients. Je trouve qu'aujourd'hui, le modèle de je me fais passer moi en premier, puis l'autre après, tend à disparaître. En fait, on oublie de faire passer l'autre. Enfin, on oublie de considérer l'autre dans les choix qu'on fait. Aujourd'hui, on va juste penser à soi. On pense à moi, quitte à utiliser les autres. C'est P1 et il n'y a pas de P2. C'est ça. En fait, c'est ça. Il y a une unique priorité, c'est soi-même. Et le reste, on s'en fout. On s'en fiche. Il n'y a rien qui compte. Et je trouve que, moi, personnellement, je l'observe dans mon entourage, plus ou moins proche, qu'il y a beaucoup plus de monde aujourd'hui. En tout cas, c'est la sensation que j'ai, parce que j'étais pas là il y a 80 ans, donc bien sûr. je pourrais pas comparer, mais en tout cas, dans les conséquences que ça a et dans le rapport social de manière générale, je trouve que ça se ressent, que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui ont tendance à se faire passer eux avant tout le reste, au point d'en oublier l'existence de l'autre. Ou en tout cas, de ne pas agir de manière désintéressée. Ça, c'est un autre concept qu'on pourrait creuser, parce que je trouve que c'est super intéressant. L'action désintéressée. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de vraiment agir de manière désintéressée ? Je pense que ça n'existe pas. Je suis pas sûr non plus, mais je pense que c'est un sujet qu'on a à creuser, parce qu'il est très très intéressant et très vaste également. Mais juste du coup pour dire, voilà, aujourd'hui on se fait passer dans la majorité des cas soi avant et c'est tout. On pense plus aux autres. Et je trouve ça dommage en fait. Et je pense que ça rejoint le point que tu disais, parce que si tout le monde pensait à l'autre, même si c'est après soi,
Pour moi, c'est important de garder une priorité sur soi. Je suis tout à fait d'accord. C'est important de penser à soi avant, de dire, Bien ok, sûr. je vais faire une action, je pense à moi, Ouais. et ensuite je pense aux autres. Bien sûr. Mais il ne faut pas oublier de penser aux autres. Bien sûr. Et ça, il y a de plus en plus de gens qui oublient, qui disent, non, moi je pense qu'à moi, Mm. et le reste, c'est pas grave. Ça m'intéresse pas. Et en fait, du coup, c'est un petit peu traître parce que ça met du coup les gens dans des bulles et ça les fait sortir de la société finalement. Parce que du coup, je prends un exemple complètement théorique. Du coup, la personne, si elle ne pense qu'à elle et jamais aux autres, jamais elle va aller, par exemple, moi je prends un cas concret que je connais, dans un commerçant local, chez un commerçant local, pardon. J'étais tombé là. Avec ta chaise. Mais tu vois, il va plus consommer local. Il va chercher. Moi, je connais un élu qui, je ne citerai pas son nom, parce que, voilà. Mais je connais un élu. Neutralité oblige. Exactement. Mais un élu de la République. Voilà, c'est quelqu'un qui est censé représenter le peuple, littéralement. Et bah, ce mec, parce qu'on est dans une démocratie représentative. Donc, c'est pour ça que je dis littéralement. Bah, ce mec, il préfère, ou cette femme, préfère cet individu, préfère aller dans une enseigne de grande surface, française ou non, on s'en fout, mais voilà, qui déjà gagne bien sa vie, etc., qui n'a pas besoin d'un client en plus, à savoir cet élu, pour bien gagner sa vie, plutôt que d'aller chez des commerçants locaux de sa ville, de sa circonscription, etc. Et je trouve qu'il est là le problème. Parce que je connais quelqu'un du coup qui a interrogé cet élu, qui lui a demandé mais pourquoi vous faites ça, enfin, c'est bête, vous habitez à 300 mètres de mon commerce ou de mon truc, etc. Et vous venez pas. Enfin, je vous vois pas, je vous vois juste passer dans la rue de temps en temps, mais c'est tout. Et elle lui a répondu oui, mais c'est plus rapide et c'est moins cher. Parce que moi, et juste moi. Mais du coup, je reviens sur ce que tu disais, et sur ça, je suis totalement d'accord. Il faut toujours se faire passer soit avant, mais dans le but d'aider l'autre après. Exactement. Parce que après, il faut pas être, complètement stupide, je dirais débile, c'est-à-dire sans raison, à dire non, moi d'abord je pense aux autres. Parce que si tu ne te sauves pas toi-même avant, tu ne pourras pas sauver, enfin c'est faux, c'est fort quand même comme mot sauver, mais aider en tout cas les autres. Exactement. Si t'es pas dans une bonne disposition pour t'aider, tu seras pas dans une bonne disposition pour aider les autres. Et là le problème, c'est que du coup les gens en fait c'est un chemin en deux points. Je m'aide, j'aide les autres. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, les gens s'arrêtent au premier point et ne cherchent plus à aller au second. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'on va disparaître. Parce que si on ne s'aide pas entre nous, d'abord il faut s'aider soi, c'est sûr, certain. Première des priorités. C'est à ça que ça sert les études, c'est à ça que ça sert une famille, c'est à ça que ça sert un travail étudiant ou que sais-je. S'aider soi pour ensuite aider les autres. Et si on fait pas ça, c'est simple, on court à notre perte, parce qu'on va vivre du coup dans un monde individualisé, et avec la mondialisation, on sait qu'aujourd'hui, les acteurs, pour fabriquer un produit comme ce verre, ces micros, cette caméra, ils sont multiples. Et bah, le truc, c'est que si on n'aide pas les personnes qui vont potentiellement produire ces cacahuètes, bah, on n'aura plus de cacahuètes. Et après, on n'aura plus de caméras, on n'aura plus de micros, on n'aura plus d'électricité, on n'aura plus de maison, on n'aura plus d'appartements, on n'aura plus rien, on n'aura plus de ville, on n'aura plus de société, on n'aura plus de département, on n'aura plus de pays. Je pense que en fait c'est bête, mais et c'est surtout à une échelle si petite, mais qui va avoir des conséquences mais tellement grandes, je pense, dans 20, 30, 40 ans. Mais de toute façon, l'homme aujourd'hui, il n'a jamais été d'ailleurs, n'a jamais été individualiste plutôt. Individualiste, ouais. En fait, on n'a jamais été. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Non. Déjà psychologiquement, notre cerveau, il est construit pour vivre avec quelqu'un ou vivre dans une société avec des gens. Le social, en fait, le social, c'est le cœur de l'homme. C'est la particularité d'ailleurs aussi de l'homme, c'est vraiment ça, cette capacité à créer des sociétés, à vivre en harmonie avec d'autres personnes. Et là, on tend vers un individualisme exacerbé, poussé quasiment à son anarchiste extrême. en fait. Finalement, oui. Chacun s'occupe de son chez-soi. Exactement. Il n'y a plus d'état central, c'est chacun se démerde. Exactement. Et en fait, je pense que le problème, il est aussi lié à fait que c'est devenu un gigantesque tabou. Cette question du se faire passer soi avant les autres. Okay. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont peur de dire oui, je me fais passer moi avant de penser aux autres. Ouais. Alors qu'en soi, c'est pas une mauvaise chose. Pas du tout. Encore une fois, on l'a déjà dit, c'est pas une mauvaise chose de penser à soi avant de penser aux autres.
mais il faut pas oublier les autres. Bien sûr. Et donc, en fait, c'est un truc qu'on a mis, c'est la poussière qu'on a glissée sous le tapis, finalement. On n'en parle pas, entre nous, même entre amis, c'est pas forcément quelque chose dont on parle. Et quand tu vas dire à quelqu'un qui pense qu'à lui, ou qu'à elle, enfin peu importe, tu penses qu'à toi, mais n'oublie pas les autres, cette personne, souvent, alors, sauf dans les cas où tu parles à quelqu'un qui a un peu de maturité, Oui, avec qui tu es très proche, d'intelligence, et qui sait que ce que tu dis, c'est pas un reproche fait pour... t'emmerder. Pour voilà, t'emmerder, mais vraiment pour t'aider à te faire grandir et tout, parce que c'est pas forcément des choses dont on se rend compte, bah, cette personne va forcément se braquer, parce que c'est un tabou, quoi. C'est tellement mal vu, parce que ça veut dire qu'on est égoïste. Alors que penser à soi avant de penser aux autres, pour moi, c'est pas synonyme d'égoïste. Tu peux penser à toi, puis aux autres, mais ne pas être égoïste du tout. Et j'en connais beaucoup des gens qui n'oublient pas qu'ils sont leur propre priorité, mais qui n'oublient pas les autres. Et ça fait pas d'eux des gens égoïstes, au contraire. Voilà. L'égoïsme, c'est quand tu t'arrêtes à toi, en fait. À toi, voilà. Et c'est le cas de plus en plus de gens. En fait, on commence à vivre dans une société d'égoïstes. Ah, c'est vrai. Moi, tu vois, avec tous les commerçants que je vois, etc., eux, nécessairement, le commerçant, il est tourné vers l'autre. Parce que de toute façon, il va proposer un service. Donc, il faut bien qu'il vende. Donc, il faut forcément qu'il crée du lien social. Mais même au-delà de ça, chez la plupart des commerçants que je connaisse, ils sont là aussi. Et en fait, un truc que j'adore, c'est se filer des petits coups de main. Voilà. Vas-y, tu me donneras un truc, c'est bon, on s'en fout, etc. Moi, j'adore. Je trouve que c'est la plus belle facette du commerce et des relations humaines en général. C'est se dire, bah tiens, je vais te filer un coup de main. Si tu as besoin de déplacer un petit truc un peu lourd, vas-y, je vais t'aider. J'ai la chance encore d'être jeune, d'être frais, etc. Vas-y, je te file un coup de main. Et même voilà, des plus anciens, bah tu veux que je t'aide sur un point, sur un truc, etc. où j'ai un petit peu plus d'expérience, bah viens, je vais te montrer. Quel bonheur, c'est génial. Et je pense que si le monde tournait autour du service rendu, on se porterait tellement mieux, en fait. La société se porterait à merveille. Moi, c'est un peu mon but, en vrai, je pense, avec la trajectoire que j'aimerais prendre. Je sais pas si je vais y arriver, mais ce serait l'objectif. Ce serait vraiment ça. Parce que je me dis, je pense en fait, ce serait mon kiff de faire ça. D'avoir une clientèle, si j'ai une entreprise comme je le souhaite dans le futur. D'avoir une entreprise locale quand même, pas une multinationale. Mais tu vois, d'être en contact vraiment avec les gens et de leur dire un jour, bon bah écoute, vas-y, tu me payes déjà pour une prestation, je viens et tu me dis qu'il y a un petit truc en plus, ouais, c'est bon, vas-y, je le mets pas en plus sur la facture, on s'en fout, c'est entre nous, ça prend 10 minutes, vas-y, on s'en fout. J'adore, c'est un bonheur, je trouve. Et puis après, du coup, il y a la sensation le sentiment d'avoir accompli quelque chose de bien, de se dire voilà, j'ai été altruiste. C'est la BA. Voilà, exactement. La BA du jour. J'y suis allé comme ça, parce que voilà, je m'entends bien avec la personne, et puis on a discuté en plus, c'était sympa, j'ai appris à découvrir cette personne aussi. Ça, je trouve que ça manque beaucoup dans nos sociétés, et je suis le premier à parfois ne pas vouloir rencontrer des gens, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. On s'intéresse plus à l'autre, on oublie l'autre. Mais c'est tellement génial. Bah, typiquement, hier soir, bah tiens, je vais te raconter, parce que je suis allé aussi SMIC du coup, je t'ai pas raconté. Du coup, on est allé à un roller pop, enfin années 80, musique des années 80, c'était génial. On n'y est pas allé très longtemps parce que malheureusement ça ferme à minuit. On y est rentré, il était à peu près 23h, donc en fait on a fait qu'une seule heure. Mais c'était génial. J'ai failli me rétamer la gueule plein de fois, mais c'était marrant. Et en fait, ce qui est drôle quand t'es dans un milieu comme ça, en plus moi je crois que en fait le fait d'avoir été nul, ça a beaucoup aidé, parce qu'en fait du coup les gens ils viennent te voir et tout ça, et en fait j'ai eu des cours, il y a des gens qui maîtrisaient à fond, qui sont venus me voir, ils font ah mec c'est trop marrant, etc. Tu veux que je t'apprenne, tu veux que je te montre un petit truc, tout ça, bien sûr mec, avec plaisir. Et puis c'est génial. Et puis comment tu t'appelles, tu viens d'où, machin, etc. Voilà, j'ai rencontré 2-3 personnes, Mike si tu passes par là. Et puis aussi on a vu une fois pendant qu'on tournait, parce qu'en fait c'était une salle carrée quoi, grosso modo. Je vois, voilà. Et en fait tu tournes, tu fais un cercle, c'est con tu vois, mais c'est trop bien. Enfin moi franchement j'étais comme un gamin, je tournais comme un débile, mais c'était marrant. Et puis j'étais avec des amis aussi, donc c'était cool. Mais un moment on rencontre en fait, je me gamelle, et puis du coup il y a 2 femmes qui étaient je pense qui étaient ensemble, qui étaient 2 copines, et qui voilà, elle se moque de moi, mais bon c'est de façon gentille, c'est bah alors on a du mal, tout ça, enfin voilà, c'est marrant. Et puis
tu vois, puisque je me suis rétamé les mains. En fait, je me suis mis en position de pompe et j'ai pompé. Non, mais j'ai fait exprès et tout ça. Elles ont rigolé, pardon. Et puis à un moment, je les ai rattrapées parce que du coup, j'allais un petit peu plus vite. Je fais bah alors, on est un peu plus lente et tout ça. C'était génial, on se tire la bourre comme ça, c'était trop bien. Et puis on s'est suivi jusqu'à la fin, sur le parking. On a discuté un petit peu. Voilà, c'était génial. Non mais voilà, c'est génial. On rencontre des gens random et c'est trop bien. Tu vois, en 1 heure de temps, en 1 heure de vie, t'as rencontré combien de gens? Avec combien de gens t'as pu discuter? Je dirais une bonne dizaine, quoi. Voilà, et ça c'est fantastique. Que je ne reverrai très probablement jamais de ma vie. Et c'est triste. Mais c'est ce qui rend la chose encore plus belle, je trouve. Mais moi j'avoue que ça m'emmerde quand même de me dire, tiens, j'ai créé un contact aussi petit soit-il avec quelqu'un. Et en fait, naturellement, je vais le perdre. Peut-être que c'est fait pour être comme ça finalement. Parce que si tu développais... Encore, tu vois, t'es quelqu'un d'assez sociable, moi aussi dans une certaine mesure. Si tu gardais contact avec tous les gens bien sûr, avec qui tu commences une conversation ou avec qui tu sociabilises un petit peu, en fait, tu t'en sors plus. Non, et je mais pense que c'est une manière de faire un tri finalement. Ouais, et que si vraiment t'as un coup de cœur, si vraiment il y a une personne qui te... Ouais, cette personne-là, waouh. Ouais, je comprends. Sans parler d'amour, je sais pas quoi, mais juste l'humain est cool, quoi. Voilà, c'est ça. Et tu dis, cette personne-là, waouh, trop cool. Et ben, je pense que dans ce cas-là, naturellement, ça se fera. Soit tu reverras la personne de manière complètement random. Et c'est fantastique. Ou alors, justement, tu vas chercher, ah ben tiens, je prends ton contact, ah ben viens, on se fait une bouffe, un de ces quatre, ben ouais. S'il y a une nouvelle soirée roller, allez, vas-y, partage ce qui reste. S'il y a une nouvelle soirée roller années 80, on se capte, et on se refait le truc. Et je pense que c'est comme ça qu'on construit un lien petit à petit, et c'est génial, quoi. Ah, c'est génial. Et je trouve, c'est vrai que ça se perd aujourd'hui. Ça se perd. Et en fait, si tout le monde avait cette démarche de je vais vers l'autre. Ouais, alors là, en fait, ça décoincerait un peu le monde. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont... Pourquoi il me parle, lui? Parce que c'est plus la normalité aujourd'hui. Non, parce que... C'est plus la norme d'aller voir les gens et de sociabiliser. Et donc, il y a des gens qui sont complètement déstabilisés quand tu vas les voir. Je pense qu'en fait, il y a un truc qui est... qui concourt à ça, à ce phénomène-là, c'est que puisque tout le monde est dans sa course personnelle pour avoir une meilleure vie que ses parents ou que ses frères et sœurs, voilà, pour une évolution sociale, parce que je pense que c'est un petit peu la mission de chaque individu, en France en tout cas, et dans le monde occidental, je sais pas du tout comment c'est dans le monde oriental, je ne sais rien du tout. Mais nous, on est quand même dans la course au statut social. Moi, je veux être ça, je veux devenir ça, je veux devenir diplomate, je veux devenir militaire, je veux devenir pompier, je veux devenir pharmacien, etc. Et bah, le fait qu'on soit tellement concentré dessus, je pense que ça nous enlève, ça nous écarte en fait d'un autre chemin, qui n'est pas une course, mais qui est plutôt une marche, pour reprendre un petit peu cette image de physique, enfin concrète, qui est juste celle de profiter, de vivre avec les gens qui nous sont proposés. D'un côté, c'est sûr que c'est beaucoup moins sexy, parce que tu peux rencontrer des personnes super, mais jamais ils te feront avancer. Parce que le premier à pouvoir te sortir de la merde, c'est toi. Je suis complètement d'accord sur ce point-là. Mais ça peut apporter quelque chose humainement. C'est-à-dire que moi, il y a vraiment des personnes que j'ai rencontrées depuis en fait toute ma vie, que ce soit à l'école, dans le monde professionnel, dans le monde dans n'importe quelle situation, qui, je pense, consciemment ou inconsciemment, m'ont changé profondément. Le fait de discuter avec les gens, de débattre, etc. Je pense que ça a un effet incroyable sur ta personne. Clairement. Et ça t'élève. Je pense que ça t'élève au sens élever quelqu'un supérieurement, mais pas socialement, humainement. En fait, c'est pas le même paramètre. J'ai envie de dire, le côté humain, c'est l'axe des abscisses, et le côté social, développement et surtout statut social, c'est l'axe des ordonnées. Je pense que c'est ça. Et t'as beau être là peut-être au statut social, si t'es là au statut humain, tu vas pas très loin. Ça vaut rien. Tu vas pas très loin. Alors que quelqu'un qui a peut-être un statut social moins élevé, mais qui a un niveau humain qui est là, c'est pas le même point. Il est peut-être plus bas, mais il est plus loin. Lui, il est peut-être plus haut, mais il est plus proche. Et après, en fait, je pense qu'aussi ça dépend des gens. Mais puisque, comme on l'a dit, on est dans un cercle un petit peu... on est dans un cercle... comment dire un peu mauvais. Alors, je cherche le contraire de vertueux, mais...
Vicieux. Vicieux, merci. Un cercle un peu vicieux où on se dit, moi ce qui m'importe c'est moi et on verra après les autres. Mais puisque tout le monde, toute sa vie est dans une course au statut social, au meilleur salaire, ce que je peux comprendre, au meilleur salaire, aux meilleures conditions de vie, aux meilleurs trucs pour soi ou sa famille dans le cercle très très proche, en fait, à côté, il passe à côté de plein de rencontres, etc. Mais en même temps, tu peux rencontrer plein de gens, mais jamais, par exemple, pour divaguer un petit peu sur l'amour, jamais rencontrer la bonne personne. C'est une possibilité, la même fille. Ça peut arriver. Je suis complètement d'accord. Mais voilà. Mais c'est sûr, on est dans un cercle vicieux, je pense. Oui. Et du coup, comment on peut sortir de ce cercle vicieux-là ? Comment est-ce qu'on peut essayer de tourner notre regard focus sur notre vie perso, etc., ce qui est important, mais en fait, un petit peu ouvrir ses œillères pour voir qu'en fait, à côté, il y a d'autres trucs, il y a d'autres humains, et développer ce côté-là social, dans le sens humain, relations humaines, etc. Ce qui est dur, et je pense qu'on va finir là-dessus, c'est que c'est une action collective qu'on doit mener à l'échelle individuelle. Ok. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on va devoir sortir d'un cercle vicieux. Tu l'as bien dit, il y a un cercle vicieux. On est enfermé dans une boucle, en fait. Et tant qu'on n'est pas suffisamment à son échelle, chacun à son échelle, à vouloir sortir de ce cercle, à vouloir s'ouvrir au monde, finalement, parce qu'en fait, c'est ça, c'est s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux gens, découvrir que, en fait, on a tellement à apprendre. C'est une leçon d'humilité, finalement, de dire, finalement, je me suffis peut-être pas à moi-même. Pas au sens d'indépendance, d'autonomie, mais de dire, je pense que l'existence n'a pas la même saveur si tu t'ouvres au monde. Parce que chaque personne, et ça c'est une chose que j'ai vraiment découverte quand j'ai commencé à travailler avec les petits, que ce soit les enfants ou les adolescents, en fait on arrive avec un regard supérieur, dire moi j'ai plus d'expérience de vie, j'ai vécu plus de choses, je suis un adulte, j'ai plus de maturité, bref, beaucoup de choses comme ça, et on se dit en arrivant devant un enfant de 8-9 ans, c'est moi qui ai tout à lui apprendre, en fait c'est à sens unique. Mais en fait, comment je suis tombé de très très haut quand j'ai réalisé que même un enfant de 8 ans ou de 9 ans a des choses à m'apprendre. Alors, je parle pas de points académiques, par exemple. Oui, bon, évidemment. Voilà. Et encore, franchement, on tombe parfois sur des petits qui sont vraiment des pépites et qui ont beaucoup de choses à t'apprendre, même sur des points de culture ou quoi que ce soit. Mais je pense que humainement, on a beaucoup à tirer de tout le monde, en fait. Et même des gens de qui, au premier abord, on se dit, lui, pourquoi faire, en fait Et je pense que ça rejoint cette idée de regard désintéressé. On devrait peut-être commencer à voir le monde de manière désintéressée. Et se dire, ce qui est paradoxal, puisque je viens de dire justement qu'il faut aller vers les autres parce que les gens ont quelque chose à nous apprendre. Ça veut dire qu'on a un intérêt à aller vers les autres pour apprendre des choses et à se faire grandir nous-mêmes. Donc il y a un intérêt. Mais en fait, pour que ça marche bien, il faut d'abord voir le monde de manière désintéressée et de dire, en fait, je vais aller parler à tout le monde, je vais aller me sociabiliser avec les gens, et il n'y a pas des gens plus dignes que d'autres qui valent plus la peine que d'autres d'aller vers eux. Et en fait, c'est en faisant cette action-là, qui se fait à l'échelle individuelle, je vais pas te forcer à le faire, parce que je ne peux pas, j'ai pas ça en ma possession, personne ne peut forcer personne à le faire. Non. Mais si tout le monde a l'initiative, la volonté de le faire vraiment, je pense que collectivement, on va grandir. En fait, collectivement, on va s'élever vers une société qui, justement, met l'autre aussi en P2. Ouais. Parce qu'on n'oublie pas, voilà. Non, bien sûr. On se garde en P1. Se sauver soi-même. Et ça, je pense que c'est un sujet super intéressant à parler dans un prochain épisode, on va dire. parce que c'est valable en tout, en fait. C'est valable en amitié, c'est valable en amour, c'est valable dans la famille. Et quand je parle d'amour, justement, je parle d'un amour plus grand, pas que mon copain, ma copine. Je parle vraiment d'un amour universel, l'amour de ses proches, de son prochain. Donc voilà. Trop bien. Trop bien. Voilà, 59 minutes et 58 secondes. On est pas mal. 1 heure. Magnifique. 1 heure. Voilà. 1 heure de blabla. Tu veux continuer ou... Je pense que 1 heure c'est pas mal. On est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Je pense que personne ne va arriver jusqu'à ça là. m'étonnerait beaucoup.
Mais bon, voilà. C'était Nicolas et Adrien Voilà. dans ce magnifique podcast qu'on appellera certainement Une bouffée, un verre. Voilà, c'est ça. J'aime beaucoup ce nom. On mange et on parle. Et puis voilà, évidemment, on se retrouvera pour de prochains épisodes. Pour de prochains épisodes. Très constructifs. Ah oui, très certainement. Alors, je vais faire un aveu de faiblesse. Je ne sais absolument pas comment fonctionne tout ce qui est les podcasts sur Spotify ou je ne sais pas quoi. Oui. Mais on va se renseigner. C'est-à-dire que vous voyez à quel point on est investi dans cette tâche. C'est-à-dire qu'on parle parce qu'on aime parler et qu'on aime discuter de ces sujets-là. Un premier truc, on pourrait le faire sur YouTube déjà. Mais voilà. Donc ça, c'est facile à va faire. Certainement être diffusé sur YouTube. Certainement sur Spotify parce que je sais que l'accès à l'interface créateur pour les podcasts est gratuit et que c'est quelque chose d'assez accessible. Donc ça sera certainement au moins sur ces deux plateformes-là. Sur YouTube, vous pouvez évidemment laisser des commentaires. Non, parce que ça fait très influenceur. Mais il n'y aura 2015. personne qui va regarder ça, personne. Il n'y aura personne, mais je le dis au cas où il y a une amérante qui se retrouve à ce moment-là du podcast, qui se dit c'est qui ces deux glands nus là. Bref, non mais évidemment le débat, on va rester dans la même démarche que jusqu'alors. Vous avez beaucoup de choses à nous apprendre, à nous apporter. Alors si un jour quelqu'un arrive jusqu'ici et n'est pas d'accord sur un point ou envie d'enrichir le débat, le discours, évidemment, je pense que ce sera un plaisir de lire des potentiels commentaires. Jamais. S'il y en a un jour, voilà. On fera nous-mêmes avec des faux comptes. Des faux comptes, voilà, c'est ça. Ah, moi j'ai beaucoup Super aimé. podcast, j'ai kiffé, vraiment hâte d'avoir l'épisode 2. Putain, ça va être fort. Donc voilà, bref, c'était une bouffée, un verre, on parle et on mange, on verra. On parle et on mange, on verra. On mange et on boit. On boit surtout. On boit. On fait l'apéro après le repas. L'apéro après le repas. Et l'apéro après le repas, c'est parfait. Voilà, bref. Voilà, les titres sont... Bah, votez, mettez des commentaires pour le On va ouvrir un sondage. On va faire un sondage. Non, voilà. Bref, voilà. Voilà. Bah écoutez, bonne C'était soirée. le mot de fin. Adieu. Bonne soirée. Au revoir. Et c'est coupé.